Maghreb Orient Express, bienvenue à tous, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, le mot apartheid, un terme de plus en plus utilisé des deux côtés de la Méditerranée pour dénoncer le système mis en place par Israël dans les territoires palestiniens occupés. Longtemps tabou, le mot est désormais ouvertement employé, y compris par des anciens ministres israéliens, anciens premiers ministres comme Ehud Barak, Ehud Olmert ou encore comme Tzipi Livni, ancienne chef de la diplomatie israélienne. Avec nous ce soir, Michel Boll-Richard, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes l'auteur du livre Israël, le nouvel apartheid, paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous avez été correspondant pour le journal français Le Monde en Afrique du Sud de 1984 à 1990. Puis ensuite... 10 et 10, oui, pardon. Voilà, c'est ça, 84 à 90 pendant 6 ans, Michel Boll-Richard, puis en Israël et dans les territoires palestiniens, occupés de 2006 à 2009. Avec nous également Tal Dor, bonsoir à vous. Bonsoir. Tal Dor, vous êtes pacifiste israélienne, merci d'être avec nous. Donc vous préparez en ce moment même une thèse sur le processus de libération d'une conscience anticoloniale. Vous nous expliquerez tout à l'heure. Avec nous en duplex de Jérusalem, Michel Warschawski, bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir dans MOE. Vous êtes militant pacifiste israélien, cofondateur du Centre d'information alternative à Jérusalem. Le terme apartheid, Michel Warschawski, renvoie forcément à une période très sombre de l'histoire de l'humanité, à savoir l'Afrique du Sud, des années ségrégationnistes. En quoi les Palestiniens sont eux aussi victimes d'un modèle similaire? Je dirais que le concept d'apartheid est pertinent à plusieurs niveaux. L'un, c'est qu'il y a une discrimination structurelle, que ce soit en Israël ou que ce soit dans les territoires occupés. Et le deuxième aspect qui fait penser à l'apartheid, c'est l'existence de zones palestiniennes, de cantons palestiniens, comme l'appelait Ariel Sharon, qui rappellent dans une certaine mesure, malgré toutes les différences, les Bantoustans en Afrique du Sud. Alors Michel Boll-Richard, on reviendra vers vous Michel Warschawski, je me tourne vers Michel Boll-Richard. Dans votre livre, il y a ce titre, Nouvel apartheid. En quoi cet apartheid est-il tout de même différent? Vous dites réinventé, voire masqué. Il est différent, à différence de celui qui prévalait en Afrique du Sud jusqu'en 1994, date de l'élection de Mandela. L'apartheid a été institutionnalisé, ils l'ont légalisé, ils l'ont codifié, tandis qu'en Israël, c'est pas le cas. L'apartheid existe de facto, c'est un apartheid qui ne dit pas son nom, parce qu'en fait, on a appliqué aussi bien pour les Arabes israéliens en Israël et a fortiori pour les Arabes palestiniens qui sont en Cisjordanie, un apartheid qui ne dit pas son nom parce qu'en fait on a ségrégué les populations, on les a placées dans des bantoustans, on a installé un mur, on a installé des checkpoints, tous les Palestiniens, il y a quand même 4 sortes de Palestiniens. Il y a les Palestiniens qui vivent en Israël, sont citoyens israéliens, mais qui sont des citoyens de seconde zone. Il y a les Palestiniens qui vivent à Jérusalem, qui sont environ 300 000, qui ont aussi un statut différent, qui sont ni citoyens israéliens, ni citoyens palestiniens. Et il y a les Israéliens qui vivent en Cisjordanie, qui sont la majorité, puisqu'ils sont 2 600 000, qui, eux, n'ont pas aucun statut. Il y a les Palestiniens de Gaza, qui, eux, ont un statut aussi différent, qui sont soumis au siège, de l'armée israélienne. Et il y a aussi, il ne faut pas les oublier, il y a quand même près de 5 millions de réfugiés palestiniens qui vivent dans les pays environnants ou dans les pays du Golfe. Alors, Tal Dor, on imagine que ce mot apartheid, pour vous, il est lourd de sens. Je précise que vous êtes né en Israël, à Haïfa, mais de parents sud-africains. Pour vous, les Palestiniens vivent une situation qu'on pourrait comparer à celle de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y a des similitudes? Oui, bien sûr, mais en fait, la question que moi je pense qu'il faut poser, c'est pour ça que c'est si difficile de parler d'apartheid quand on parle de l'occupation de la Palestine. C'est-à-dire ici en France, c'est très difficile d'en parler, c'est très difficile de faire cet exemple, mais en même temps, c'est important de voir qu'il y a une oppression en Palestine aujourd'hui qui peut ressembler, il y a beaucoup de cas qu'on peut regarder, les couleurs différentes du passeport, les couleurs différentes des cartes d'identité, c'est comme les passes qui étaient à l'époque en Afrique du Sud, mais pourquoi c'est si difficile de critiquer Israël avec le même mot, comme on a utilisé, enfin, ce mot très très lourd, apartheid, un mot que tout le monde
sait que ça représente une violence, représente une oppression, mais on a mal à employer ce mot quand on parle de l'État d'Israël. C'est ça la question qui m'intéresse. Pourquoi c'est si difficile d'utiliser ce mot pour comparer? Il y a des choses qui sont pareilles, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Dans la comparaison, il y a toujours des choses qui se ressemblent, Alors Israël dit clairement, bien entendu, rejette de manière catégorique ce terme, et Israël dit tout ce qu'on nous reproche finalement, les checkpoints qu'a cité Michel Boll-Richard, le blocus de Gaza que vous avez cité également, tout cela finalement, le mur aussi, c'est pour la sécurité des Israéliens. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument, vous qui êtes israélienne? Ma question, c'est pourquoi quand on parle de la sécurité, on parle que des juifs israéliens qui ont le droit d'avoir de la sécurité. Pourquoi ce mot sécurité, on ne parle pas quand on parle des Palestiniens? Pourquoi les Palestiniens n'ont pas le droit de vivre en sécurité dans leur terre historique, dans le territoire occupé 67, dans le territoire 48? Pourquoi ce mot applique que aux Israéliens? C'est-à-dire que ça, c'est un débat qui est déjà dans une dynamique de pouvoir, d'une occupation, d'une oppression. C'est-à-dire, nous, les Israéliens, ont le droit d'être en sécurité et eux, les Palestiniens, doivent souffrir pour la sécurité des Israéliens. Donc il y a déjà... Dans le principe même, il y a un ascendant finalement, avec de dominant à dominer. Michel Warschawski, je reviens vers vous à Jérusalem. Même question. Israël répond que ce mur, ces checkpoints, toute cette politique mise en place et dont se plaignent les Palestiniens, bien finalement, c'est pour assurer la sécurité des citoyens israéliens. Vous avez dû souvent l'entendre, vous qui êtes militant. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que la sécurité, lorsque deux peuples vivent, partagent une même terre, ne peut jamais être résolue d'une façon militaire. La sécurité est toujours une véritable sécurité, le résultat d'une volonté de vivre ensemble, et celle-là, on ne l'impose pas par la force. Mais je voudrais rajouter une chose sur l'apartheid. On peut débattre de la pertinence du concept, et même nos amis sud-africains ont souvent préféré garder pour eux le concept d'apartheid en disant que c'est une réalité très spécifique à l'Afrique du Sud. Par contre, si on lit ce que sont les crimes d'apartheid tels que définis par le droit international, là, le concept est pertinent. Israël, dans ses comportements, et dans une longue série de comportements, comme l'a très bien montré le tribunal Russell au Cap, justement, il y a moins d'un an, dans ses comportements, répond aux crimes définis comme crimes d'apartheid. Michel Warschawski, restez avec nous. On reviendra sans doute vers vous. Veuillez nous excuser, chers téléspectateurs, pour la mauvaise qualité du son, en espérant que vous arrivez à comprendre ce que dit Michel Warschawski. Michel Boll-Richard, vous racontez un épisode assez étonnant dans votre livre. C'est ce voyage de citoyens sud-africains. Ils sont 22. Une dizaine d'entre eux sont de confession juive. Tous, disons-le, sont militants de l'ANC, le parti qui a porté Nelson Mandela au pouvoir. L'un d'entre eux dit « Je suis choqué parce que j'ai vu la façon de traiter un peuple comme s'il était de seconde classe par les pesanteurs de l'occupation militaire et le contrôle de tous les aspects de la vie quotidienne des Palestiniens par la séparation de plus en plus marquée des deux communautés. » C'est ce qu'a ressenti Geoff Bundler. Vous, à titre personnel, qui avez été correspondant au Monde, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur place? Mais qu'est-ce que ça veut dire apartheid? Ça veut dire développement séparé. En Afrique du Sud, la population majoritaire était noire, 75%. On a estimé qu'on pouvait pas se passer de cette population noire parce que c'était une main-d'œuvre facile. Et donc, on l'a exploité, mais on l'a mis de côté. En Israël, c'est exactement la même chose. On a utilisé cette main-d'œuvre, mais on a essayé de chasser les Palestiniens. Depuis 1948, depuis 1947, le processus a été de d'évincer les Palestiniens, de les chasser de leur territoire. D'ailleurs, la guerre de 67 s'est passée comme ça, en 1948 aussi, tout le temps. Et moi, ce qui me choque, par exemple, en Israël, c'est une ville comme Hébron qui, à mon avis, est symptomatique. Il y a le cœur d'Hébron, qui est la Casbah. Il y avait environ 50 000 personnes qui vivaient là. Et pour protéger 600 colons, on a fermé 1600 boutiques. On a interdit le centre de Hébron est pratiquement fermé aux Palestiniens. La moitié de la population a fui parce qu'elle ne pouvait plus vivre là. Le mausolée d'Abraham, qui est un lieu important aussi bien pour les Juifs que pour les musulmans, a été séparé en deux. Et en fait, la population
palestinienne de Hébron vit sous la tutelle militaire pour protéger 600 colons. C'est en Cisjordanie, c'est en Cisjordanie occupée. La violence quotidienne est extrêmement forte des colons. Et pourquoi, par exemple, en Cisjordanie, je connais bien la Cisjordanie, pourquoi les habitants de Naplouse ne peuvent pas se rendre à Jéricho facilement? Pourquoi ils ne peuvent pas aller à Hébron? Pourquoi les habitants ne peuvent pas aller dans la vallée du Jourdain? Pourquoi il y a 500 checkpoints? Pourquoi les habitants de Cisjordanie ne peuvent pas aller prendre l'avion à Tel Aviv? Il faut qu'ils passent par les contrôles israéliens et qu'ils passent par la Jordanie. C'est ça aussi l'apartheid. De séparation récemment qui a été mise en place pour les travailleurs palestiniens qui franchissent chaque jour la frontière, si l'on peut dire, pour aller travailler en Israël. Mais Taldor, est-ce que les Israéliens le savent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, puisque vous travaillez, vous, sur justement toutes ces questions de prise de conscience? Pourquoi il n'y a pas plus de prise de conscience? Je sais que c'est une question qu'on vous pose souvent. Pourquoi les Israéliens ne réagissent pas plus contre l'occupation? Je pense on peut demander la même question ici dans une société française, sur une société qui est dominante. Les Israéliens, la plupart des Juifs israéliens, et en plus, quand on parle de la société israélienne, c'est important aussi de comprendre la complexité de la société israélienne. À l'intérieur de la société israélienne, juive israélienne, il y a aussi des groupes opprimés à l'intérieur de la société israélienne. Donc si on veut comprendre aussi la conscience de qu'est-ce que c'est une conscience israélienne zioniste, qu'est-ce que c'est une conscience dominante israélienne, il faut comprendre la complexité des identités nationales, d'identités ethniques, les Ashkénazes, les Mizrahi, les Juifs qui sont venus de l'Europe. Mais vous disiez, si on compare à la France, c'est comme si vous n'avez pas terminé votre phrase, c'est comme si en France cette question, les gens me demandent toujours cette question, comment ça se fait que les Israéliens ne voient pas, comment ça se fait qu'ils ne mobilisent pas? Et effectivement, les Israéliens préfèrent de ne pas voir. Mais je demande la même question ici en France. Comment ça se fait que les gens ne mobilisent pas contre les lois qui discriminent les femmes, les jeunes filles pour aller à l'école parce que c'est interdit de porter le foulard à l'école? Comment ça se fait que les gens ne viennent pas en masse pour résister ces lois sexistes et racistes ici en France? Donc, on peut voir ça que dans une conscience coloniale et dans une conscience qui nous donne des privilèges, c'est très très difficile de changer cette conscience. C'est très difficile d'aller et de dire je suis prêt ou prête à ne pas avoir tous ces privilèges pour avoir une égalité pour tous en fait. Michel Warszawski à Jérusalem avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Vous avez écrit de nombreux ouvrages au conflit israélo-palestinien. Le dernier en date s'appelle « Un autre Israël est possible ». Cet Israël que vous appelez de vos voeux, quel est-il? C'est un Israël décolonisé, évidemment sur le terrain, c'est-à-dire qui crée des rapports d'égalité avec la population autochtone, avec les Palestiniens, quels qu'ils soient en Israël, qu'ils soient à Gaza, qu'ils soient en Cisjordanie. Un Israël qui comprenne que s'il n'y a pas de retour des réfugiés, s'ils le veulent, on sera toujours dans un conflit. Et un Israël qui se décolonise, alors je dirais dans nos têtes. Le rapport colonial est un rapport qui est, comme l'a dit Tal, qui est intériorisé par presque chaque Israélien ou Israélienne, et il s'agit véritablement de faire une révolution sur soi, de décolonisation de nos mentalités. Mais vous, Michel Warszawski, vous militez pour un État binational. Est-ce que vous pouvez expliquer ce soir en quoi consiste cet État binational? C'est un grand malentendu. J'ai écrit un livre il y a très longtemps qui s'appelait « Le défi binational ». Moi, je lutte pour une solution d'égalité. Qu'elle se fasse dans un seul État, très bien. Qu'elle se fasse sur la base d'une solution cantonale, fédérale, confédérale. Voire même si l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre ne veut pas vivre avec son voisin, avec une partition possible, même si le choix de la partition, pour moi, n'est pas le meilleur. Mais ce qui est important, c'est le principe d'égalité. Égalité entre individus, égalité entre communautés, la communauté juive israélienne et la communauté arabe palestinienne, que ce soit dans un seul État, dans une fédération ou dans deux États qui ont des rapports basés sur l'égalité et sur l'équité. Taldor, quel est votre point de vue à ce sujet? État binational, deux États, l'un palestinien, l'autre israélien? Je rejoins Michel en fait. L'importance pour moi, c'est d'aller d'en bas et de parler d'une égalité, de parler d'un vivre ensemble qui est égal, qui n'est pas dans une dynamique de domination et de dominer. Et après, on peut voir ensemble dans quelle solution on veut choisir. Mais là, de commencer de parler des solutions que sur le terrain
les questions ne sont pas pertinentes. Enfin, moi, je peux dire que mon rêve, c'est de vivre dans un État dans lequel tous les citoyens sont égaux. Mais en fait, là, pour l'instant, de commencer de choisir quelle est la bonne solution, moi, je trouve que des mouvements qui travaillent fort pour une égalité, pour une prise de conscience anticoloniale, pour que les dominants seront prêts, que les Israéliens qui sont prêts de se libérer de leur conscience coloniale, c'est ça le travail que moi que je tiens, pour le travail que je tiens. Et pour qu'on puisse vivre ensemble, enfin, de commencer d'en bas. Vous avez toujours raisonné comme ça ou il y a eu un basculement dans votre vie? Non, il y avait un basculement, bien sûr. Enfin, moi j'ai pas grandi dans une conscience anticoloniale. J'ai grandi comme la plupart des Israéliens et dans une conscience très sioniste, très coloniale, très privilégiée, dans laquelle les rencontres que j'avais avec les Palestiniens ou les Arabes palestiniens, c'était toujours des rencontres que j'appelle des rencontres hégémoniques, c'est-à-dire des rencontres dans lesquelles on ne déconstruit pas la dynamique des pouvoirs, que les dynamiques des pouvoirs, ils sont toujours présents. Et pour moi, il y avait un basculement, oui, avec le deuxième intifada, c'était un moment pour moi dans lequel j'ai vraiment transformé ma conscience. Michel Boll-Richard, vous avez travaillé, on l'a dit, en Afrique du Sud, en Israël, dans les territoires palestiniens occupés. Il y a une phrase qui a retenu toute mon attention dans votre livre. Vous dites: quand est-ce que les Palestiniens demanderont one man, one vote, un homme, un vote, comme le disaient les Noirs sud-africains? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, la solution à 2 États, vous n'y croyez plus? J'y crois plus du tout. J'y crois plus du tout parce que si Israël avait voulu créer l'État de Palestine, il y a longtemps que l'État de Palestine existerait. Donc, les accords d'Oslo vont avoir 20 ans et les négociations, même celles que tente de reprendre Tzipi Livni, pas Tzipi Livni, pour le moment elle n'a pas bougé, oui. Mais John Kerry, le chef de la diplomatie américaine. John Kerry, le secrétaire d'État américain, etc. Ce sont des gesticulations. Tout le monde sait, maintenant tout le monde a compris que Israël, les gens qui sont censés et qui sont un peu lucides, ne veulent pas de l'État de Palestine. Ils veulent un État d'Israël de la Méditerranée au Jourdain. Donc, il n'y aura pas d'État palestinien. Moi, j'en suis convaincu. Donc, il y aura forcément un État binational. Et à partir du moment où la population palestinienne, qui est quasiment à parité avec la population juive israélienne, dira « mais nous, on vit sous un régime d'occupation, on veut les mêmes droits que les Israéliens, les mêmes droits que les Israéliens, comme les Noirs ont demandé les mêmes droits que les Blancs sud-africains et que les Métis et que les Indiens. Donc on va aboutir forcément à la solution. C'est pour ça que le système d'apartheid, on va aboutir à la solution de un homme, une voix. Ils voudront à juste titre les mêmes droits que les Juifs israéliens. Et c'est pour ça qu'on va aller encore plus vers un régime de ségrégation et d'apartheid. Ou bien il y a 2 États, dans ce cas il n'y a pas d'apartheid. Le problème, comme vous dites, c'est qu'effectivement, c'est très difficile de mettre en place un État. Parce que l'État d'Israël voudra, à juste titre, préserver le caractère juif de l'État d'Israël. Moi je ne me prononce pas là-dessus, mais ils ont raison ou ils ont tort, mais ils ne pourront pas le préserver. Il faut choisir, vous dites. Il faut choisir. Ouais. Et je vais vous montrer une image maintenant, plutôt, on va dire, 4 visages. Celui de Desmond Tutu, qui est l'ancien archevêque de Johannesburg, où vous avez vécu, vous, Michel Boll-Richard. Ensuite, un autre visage, celui de Stephen Hawking, peut-être, on va le voir à l'image, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. C'est un grand physicien britannique. Il a décidé de ce qu'on appelle le boycott académique. Donc pas de conférence, pas de conférence commune avec des universitaires israéliens. Autre visage également, celui de Stéphane Hessel, ou encore celui, on va peut-être le voir à l'image, Stéphane Hessel, ancien résistant français. Donc tous ont ce point commun de dire, voilà, puisque c'est comme ça dans les territoires occupés, nous on boycotte. Il y a quand même des voix qui s'élèvent, mais il n'y a pas de mouvement mondial, comme on l'a vu, pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud. Comment vous l'expliquez, vous ? Parce que les Israéliens sont la première puissance régionale et que les Américains sont la première puissance mondiale et que les Américains soutiennent Israël. Et Israël ne connaît qu'une chose, ils connaissent que le rapport de force. À partir du moment, d'ailleurs, le passé l'a prouvé, parce que quand Bush père a décidé de convoquer une conférence de la paix à Madrid, il a mis la pression, James Baker a mis la pression sur les Israéliens. Et les Israéliens, Shamir est venu à Madrid, et ensuite il y a eu la conférence d'Oslo, il y a eu le processus d'Oslo. Oui, mais pourquoi la puissance des uns et des autres empêcherait les peuples de prendre conscience, de manifester, descendre dans la rue, Taldor? Tout d'abord, je pense que cette colonie, quand on regarde l'État d'Israël, elle sert très très bien l'Occident. Elle sert très bien l'Europe comme elle sert aux États-Unis. On voit, l'Europe qui a eu le prix Nobel de la paix, mais qui bien entendu échange beaucoup avec les colonies. Et vous dites sûr. Même dans votre livre, favorise la colonisation, Michel Boll-Richard. Il y a un groupe
féministes, des femmes qui s'appellent Women's Coalition for Peace, qui ont fait un rapport très intéressant sur who profits, qui profite de cette occupation. Et apparemment, il y a trop des États et des institutions qui profitent pour qu'on puisse faire la même puissance de boycott comme il y avait en Afrique du Sud. Alors je vais vous montrer maintenant un dessin et on va retrouver à Jérusalem Michel Warszawski, un dessin signé du caricaturiste brésilien Carlos Latouf. Le voici. On voit donc un homme emprisonné, Nelson Mandela dessiné, et derrière le dôme du Rocher, la mosquée Al-Aqsa. Michel Warszawski, ce dessin vous ne le voyez pas, hein, mais je vous le décris donc. Hein, Nelson Mandela derrière des barreaux avec le dôme du Rocher en face. Qui serait le Nelson Mandela palestinien aujourd'hui ? Je ne sais pas, et je pense qu'il y a des milliers de Nelson Mandela, au masculin et au féminin, qui sont dans la résistance quotidienne, dans des formes diverses, que ce soit dans des mobilisations populaires, que ce soit dans la volonté de s'accrocher à sa terre, de s'accrocher à sa maison. Les Palestiniens n'ont pas de Nelson Mandela. Ils ont eu Arafat il y a un certain temps. Il n'y a pas aujourd'hui, je pense que ce serait exagéré de dire qu'il y a un dirigeant palestinien qui a cette popularité et qui représente quelque part l'âme de la nation. C'est difficile de construire un Nelson Mandela, et la société palestinienne est confrontée à un objectif beaucoup plus urgent à mes yeux, qui est celui de l'unité, à mes yeux et surtout aux yeux de l'immense majorité des Palestiniens, à savoir d'abord recréer l'unité. L'unité entre Gaza et la Cisjordanie, l'unité entre le Hamas et le Fatah, l'unité à la base et l'unité au sommet. Michel Warszawski, dernière question avant de vous quitter ce soir. J'aimerais avoir votre regard sur ce qu'on appelle, puisque cette émission est dédiée au printemps arabe, comment voyez-vous la situation en Méditerranée depuis le départ, il y a plus de 2 ans maintenant, de Ben Ali en Tunisie, de Moubarak en Égypte, avec ce qui se passe également en Syrie. On a vu il y a quelques jours des bombardements israéliens sur la Syrie. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste sur la tournure que prennent les événements en Méditerranée ? Il y a quelques jours, la radio israélienne me demandait de faire le bilan de la révolution arabe, et j'ai ri au nez de la journaliste d'une façon un peu malpolie, parce que je pense qu'on n'en est qu'au début. C'est une véritable révolution dans le sens profond du terme. Dans 20 ans, peut-être, on pourra faire le bilan. C'est un mouvement qui va connaître des avancées et des reculs, des périodes d'ouverture démocratique et des périodes de régression, de répression aussi. Mais je pense, et c'est ça qui me permet d'être très optimiste, que le vieux monde, celui d'une domination américano-israélienne sur l'ensemble de l'Orient arabe, à travers des régimes dictatoriaux corrompus, pourris et répressifs, cette période est terminée. Et en ce sens-là, on est à un printemps. Mais le printemps sera long. Et de quoi sera fait l'été? Sera-t-il orageux ou ensoleillé? Il sera et l'un et l'autre. Mais le sujet arabe est devenu, les peuples arabes sont devenus sujets de leur histoire. Et ça, c'est un facteur de très grand optimisme. Michel Warszawski en direct avec nous ce soir dans Maghreb Orient Express. Merci beaucoup, Michel Warszawski, d'avoir participé à MOE. Même question à tous les deux, finalement. Michel Boll-Richard, vous qui avez parcouru le monde pour le quotidien français Le Monde, comment voyez-vous ces printemps arabes? Ces printemps arabes, je pense que ce qui se passe en Syrie est très important, et moi je suis convaincu que ça va être le point de départ d'une grande révolution au Moyen-Orient, et qu'il va y avoir une redistribution des cartes. Je suis convaincu que la situation ne va pas rester telle qu'elle est, aussi bien en Israël avec ses deux ennemis, le Hamas au sud et le Hezbollah au nord, et que les pays fragiles comme le Liban et comme la Jordanie vont souffrir du conflit syrien interne, et que je pense qu'il y aura un conflit, j'espère que non, mais je pense qu'il va y avoir une véritable redistribution des cartes au Moyen-Orient, et que ça va prendre du temps. Taldor, vous parliez tout à l'heure en France de la loi sur le voile. Vous savez que la question qui se pose dans ces printemps arabes, c'est finalement aussi la victoire des partis dits islamistes, comme Ennahda en Tunisie, les Frères musulmans en Égypte. Il y a des éditorialistes qui disent, après le printemps arabe, l'hiver islamiste. J'imagine que vous qui travaillez sur les processus de prise de conscience anticoloniale, vous y voyez quand même une ingérence, ou est-ce que vous dites finalement, on comprend aussi les inquiétudes de l'autre côté de la Méditerranée? Je pense qu'on peut voir dans toutes ces révolutions arabes une force énorme des jeunes et des militants dans tous les pays.
avec leur créativité, avec une force énorme et avec une envie de changer leur vie, leur quotidien et leur état. Effectivement, dès qu'on prend des pouvoirs, dès que des partis prennent des pouvoirs, il y a toujours ces militants qui sont là pour dire « nous, on va résister le pouvoir en place et on va toujours être à l'opposant d'une oppression ». Mais après, il y a ça, aussi... c'est nouveau depuis les départs de Ben Ali et de Moubarak. Les gens s'accaparent le droit de descendre dans la rue. Bien sûr. Et moi, j'espère que les Israéliens vont apprendre de ces jeunes dans le monde arabe qui résistent, qui font des vraies révolutions. Et ils l'ont fait un peu avec les tentes. Ça ne concernait pas la question palestinienne, mais ils l'ont fait avec les tentes pour des raisons économiques. Oui, c'était loin d'une révolution comme dans le monde arabe. Ça sera le dernier mot. Merci beaucoup Taldor. Merci Michel Baudrichard d'avoir participé à Maghreb Orient Express. Merci à vous qui nous suivez chaque dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on attend vos réactions, vos commentaires sur la page Facebook de MOE et sur Twitter @TV5 Monde. MOE, à très vite sur TV5 Monde.